On a tous déjà vécu ça, non? Un projet de groupe qui se passe super bien, une vraie partie de plaisir, ou alors, à l'inverse, un truc qui vire au cauchemar. Mais qu'est-ce qui fait vraiment, vraiment la différence? C'est ça, la grande question. D'où vient cette alchimie qui fait qu'un groupe décolle, alors qu'un autre, même avec toute la bonne volonté du monde, reste comme cloué au sol? On connaît bien la différence, hein. D'un côté, on a l'énergie, la collaboration, on sent que ça avance, et de l'autre, c'est la passivité, les petits conflits, cette impression d'être complètement bloqué. L'idée ici, c'est de voir comment on peut passer de la colonne de droite à celle de gauche. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ce n'est pas de la magie. En fait, les psychologues sociaux ont pas mal étudié la question et ils ont identifié une sorte de recette avec des ingrédients bien précis pour qu'une bonne dynamique de groupe puisse naître. Alors, c'est quoi ces fameux ingrédients? Eh bien, selon les travaux d'un chercheur, Jean-Claude Abric, tout tient en 7. Oui, 7 conditions essentielles pour qu'un groupe puisse vraiment bien fonctionner. Et parmi ces conditions, il y en a qui sont absolument fondamentales. Bien sûr, il faut que tout le monde soit d'accord sur l'objectif. Mais le style de leadership, ça change tout. Un leadership qu'on appelle démocratique, où la communication est ouverte, c'est un moteur hyper puissant. À l'inverse, un chef autoritaire, c'est un des plus gros freins qu'on puisse imaginer. Mais attention, ce n'est pas si simple. Avoir les bons ingrédients, ça ne suffit pas. Au-delà du travail visible, que tout le monde voit, il y a des forces invisibles, ce qu'on pourrait appeler des tâches cachées. Et si personne ne s'en occupe, même la meilleure équipe du monde peut dérailler. Ok, et c'est là que ça devient super intéressant. Un bon animateur ou un bon leader, en fait, il jongle en permanence avec 3 fonctions, 3 missions essentielles pour que le groupe réussisse. La première, c'est la plus évidente, la production. C'est le quoi, c'est la tâche elle-même, le contenu, la raison pour laquelle le groupe est réuni. C'est ce sur quoi on se concentre naturellement. Ensuite, on a la deuxième fonction, la facilitation. Là, on passe au comment. Comment on travaille ensemble. C'est un peu l'huile dans les rouages. Sans ça, le groupe perd son temps, n'avance pas, même si les gens ont de bonnes idées. C'est ce qui évite les blocages. Et enfin, la troisième fonction, qui est peut-être la plus délicate, c'est la régulation. Là, on touche à l'humain, au ressenti. Comment le groupe se sent. Si on ignore les tensions, les frustrations, c'est comme si on laissait du sable s'infiltrer dans le moteur. Tôt ou tard, ça casse. Du coup, quand une de ces 3 fonctions est un peu laissée de côté, c'est là que les problèmes classiques apparaissent. Mais heureusement, il existe des stratégies très concrètes pour s'en sortir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une vraie boîte à outils. Un groupe tout mou, silencieux, parfois, il suffit juste de changer la disposition des chaises pour que ça reparte. Un conflit qui éclate entre 2 clans, le rôle de l'animateur, c'est de rester neutre, de permettre à chacun de s'exprimer et de toujours ramer tout le monde vers l'objectif commun. Bon, ça, c'est pour les problèmes qui touchent le groupe dans son ensemble. Mais on sait bien que parfois, ce sont des comportements individuels qui peuvent être compliqués à gérer. Alors, comment on fait? Ah, le bavard, on en a tous connu un. Celui ou celle qui prend toute la place. L'idée, ce n'est pas de le faire taire brutalement, mais de canaliser son énergie. On l'écoute, on résume sa pensée pour lui montrer qu'il a été entendu, et hop, on en profite pour relancer la discussion vers les autres. Et puis, il y a tout le contraire, le silencieux. Attention, son silence ne veut pas dire qu'il s'en fiche. Il faut lui créer un espace de confiance sans le mettre mal à l'aise. Un simple contact visuel, une petite question simple et directe, ça peut suffire à le faire participer. Et enfin, l'opposant systématique, celui qui dit non à tout. Plutôt que de le voir comme un problème, on peut en faire un atout. La technique, c'est de le mettre au défi. D'accord, tu n'es pas d'accord. Mais alors, tu proposes quoi à la place? Quelle est l'alternative constructive? Et il faut bien comprendre que toutes ces techniques ne sont pas des trucs de manipulation, hein. C'est une vraie compétence en fait. C'est apprendre à comprendre et à prendre soin de la vie d'un groupe. S'il y a une image à garder en tête, c'est celle-ci. Un groupe, ce n'est pas un ordinateur logique et rationnel. C'est un organisme vivant, sensible, parfois un peu immature, qui a ses humeurs. Le gérer, ça demande donc de la clarté, de la bienveillance et beaucoup d'attention à son état émotionnel. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Parce qu'au fond, pas besoin d'être le chef désigné pour avoir un impact. En comprenant juste un peu mieux ces mécanismes, chacun, à sa petite échelle, peut devenir un agent qui améliore la dynamique des groupes auxquels il appartient.